Subjectif aussi, Oui. parce qu'on n'a pas vocation à être exhaustif sur le sujet, mais ça reflète quand même quelques mouvements historiques au fil de cette période-là, la Première Guerre mondiale et les années 20, sur ce qu'a été le pacifisme. C'est bien. Merci d'être là, déjà. Et on va Merci commencer. à vous. Alors, il y a 100 ans, la République française, celle qui avait permis certaines avancées sociales, certaines avancées culturelles, les lois sur l'instruction publique, la loi de 1901, la liberté d'association, la loi de 1905, sa corollaire, des hommes qui avaient été Dreyfusards, Clémenceau, c'est l'Aurore, c'est Zola, et ça sera l'Union sacrée. Cette République française-là va mettre dans les mains de jeunes hommes des fusils, des casques sur leur tête, les plonger dans la boue, dans la fange, et leur demander d'aller éventrer les autres gamins en face. Et dans cette société française encore très baignée par la religion, quand ces jeunes hommes levaient les yeux au ciel, ils ont vu des kilos de métal qui leur tombaient sur la tête. Et quand ces obus tombaient, parfois ils ne tuaient pas. Aragon raconte comment plusieurs obus vont lui tomber autour de lui, vont projeter une gerbe de terre qui vont l'ensevelir vivant, comme ça en 1917. Il s'en est sorti. Mais comment est-ce qu'on sort vraiment de ça? Comment est-ce qu'on sort physiquement? Les images qu'on a, après-guerre, de ces hommes qui sont sortis de l'horreur, c'est des images de mutilés, des gueules cassées. C'est une société où la guerre est partout. La guerre, elle est avec la création des comités d'anciens combattants, où les hommes parlent, là, de la guerre, mais pas à l'extérieur. Elle est dans la création de nouveaux arcs de triomphe, les monuments aux morts, qui vont essaimer toute la France pendant une vingtaine d'années. Et dans cette société-là, comment est-ce qu'on peut arriver à parler de paix et de pacifisme? Il y a d'abord, au moment des années 20, très rapidement, je vais dire un petit point, un problème de génération. Alors c'est vrai que ce souci de génération, on le voit dans la partie plutôt productive de la société. Il manque des hommes pour produire, dans les campagnes, dans les industries. Mais il va manquer aussi une génération d'hommes chez tous ceux qui ont été traumatisés à l'intérieur. À ceux à qui on va demander de créer, les artistes, les écrivains, les penseurs, les intellectuels. Il manque une génération. Ces générations, elles vont être divisées en plusieurs clans. Et c'est très important parce qu'on est dans une période qui est héritière de la Belle Époque. Et encore, dans la Belle Époque, quand on est un jeune écrivain, un jeune intellectuel, on se fait introduire dans les salons, on va voir quelqu'un, on rentre dans ce cercle et petit à petit, on monte et on est un peu adoubé par son maître avant de prendre sa place. Et la société des années 20, elle est héritière de cette société des salons. Or, il manque une génération. Celle qui est aux commandes, ce sont des hommes qui vont avoir entre 50 et 60 ans dans les années 20. Paul Desjardins, qui a été de cette génération-là, s'auto-qualifie du cœur des vieillards. Il dit donc que nous avons été les vieillards. Pendant la guerre, ce sont des hommes qui n'ont pas eu la jeunesse d'esprit de dire non avec leurs plumes. Ils ont tous collaboré à l'Union sacrée pour dire oui à la guerre, oui à l'horreur, il faut y aller, il faut continuer le combat. Ça, c'est une première génération. Face à elle, il y a une génération très jeune, trop jeune peut-être. Ils ont 20 ans à peu près. Les historiens parlent de la génération 1905. C'est ceux qui sont nés en 1905, qui ont été pas mobilisés ou juste mobilisés à la fin de la guerre. Aragon, il a 25 ans, Breton, il en a 24, Éluard, 23. Des tout jeunes hommes qui vont être poussés sur le devant de la scène. Et à ce moment-là, c'est très difficile pour ces gens âgés et ces jeunes gens de se comprendre. Et au milieu, il manque cette génération charnière, la génération des survivants. Ils auraient eu 40 ans à peu près. Problème de génération. Problème de génération qui est déjà présent pendant la Première Guerre mondiale. Et on a voulu commencer avec deux hommes qui sont chacun des réflecteurs de ces générations. Le premier, c'est un poilu qui a les pieds dans la boue en 1915. Il va voir à côté de lui ses copains mourir les uns après les autres pour conquérir une côte qui n'a pas de nom, la côte 119. Et il va décrire ça dans un journal d'escouade. Il écrit comme ça quelques pages qu'il envoie, qui sont publiées à l'arrière. On pourrait dire que ce texte-là passe à travers la censure, parce qu'il raconte la guerre de façon très naturaliste. On voit l'horreur, on voit les corps déchiquetés. Et ce journal d'escouade, il a un succès fou. Il a un tel succès que Flammarion le publie en livre, ce sera Le Feu, qui reçoit le prix Goncourt en 1916, en pleine guerre. Cet homme, c'est Henri Barbusse. Il y aura un mot juste après.
Lui, c'est un survivant. Il a 37 ans dans les années. L'autre personnage, c'est le pape de la paix. C'est un homme qui est déjà très en vue pendant l'avant-guerre. C'est Romain Rolland. Romain Rolland, il est saisi en 1914 parce qu'il est en Suisse d'abord, quand la déclaration de guerre est faite, et il se dit saisi par cette guerre qu'il ne comprend pas. Alors lui, il ne s'intéresse pas aux hommes, il ne s'intéresse pas forcément à la guerre à ce moment-là, il s'intéresse à ce qui l'intéresse, un homme de culture. Il se dit que la France et l'Allemagne qui s'affrontent à ce moment-là, c'est deux civilisations très riches, pleines de patrimoine, qui vont en fait s'autodétruire. Et pour lui, cette fin de ces deux civilisations, c'est une forme de fin d'histoire. Et c'est ça, il va pousser un cri. C'est quelques lettres qu'il écrit en 14, qui vont être compilées dans un document qui est publié par l'éditeur sous le titre d'Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Le titre assez fort et puissant. Et donc on a eu envie d'écouter, pour commencer, ces deux voix très différentes. D'abord les extraits du Feu d'Henri Barbusse, avant d'écouter la voix discordante en 14 de Romain Rolland. Barque, raidi, semble démesuré. Ses bras sont collés le long de son corps, sa poitrine est effondrée, son ventre creusé en cuvette. La tête surélevée par un tas de boue, il regarde venir par-dessus ses pieds ceux qui arrivent par la gauche, avec sa face assombrie, souillée de la tache visqueuse des cheveux qui retombent, et où d'épaisses croûtes de sang noir sont sculptées, ses yeux ébouillantés, saignants et comme cuits. Eudore, lui, paraît au contraire tout petit, et sa petite figure est complètement blanche, si blanche qu'on dirait une face enfarinée de pierrot, et c'est poignant de la voir faire tache comme un rond de papier blanc parmi l'enchevêtrement gris et bleuâtre des cadavres. Le breton biquet, trapu, carré comme une dalle, apparaît tendu dans un effort énorme. Il a l'air d'essayer de soulever le brouillard. Cet effort profond déborde en grimaces sur sa face bossuée par les pommettes et le front saillant, la pétrit hideusement, semble hérisser par place ses cheveux terreux et desséchés, fend sa mâchoire pour un spectre de cris, écarte toutes grandes ses paupières sur ses yeux ternes et troubles, ses yeux de silex, et ses mains sont contractées d'avoir griffé le vide. Barque et biquet sont troués au ventre, Eudore à la gorge. En les traînant et en les transportant, on les a encore abîmés. Le gros Lamuse, vide de sang, avait une figure tuméfiée et plissée, dont les yeux s'enfonçaient graduellement dans leurs trous, l'un plus que l'autre. On l'a entouré d'une toile de tente qui se trempe d'une tache noirâtre à la place du cou. Il a eu l'épaule droite hachée par plusieurs balles, et le bras ne tient plus que par des lanières d'étoffe de la manche et des ficelles qu'on y a mises. La première nuit qu'on l'a placé là, ce bras pendait hors du tas des morts, et sa main jaune, recroquevillée sur une poignée de terre, touchait les figures des passants. On a épinglé le bras à la capote. Un nuage de pestilence commence à se balancer sur les restes de ces créatures avec lesquelles on a si étroitement vécu, si longtemps souffert. Quand nous les voyons, nous disons « ils sont morts, tous les quatre ». Mais ils sont trop déformés pour que nous pensions vraiment « ce sont eux ». Et il faut se détourner de ces monstres immobiles pour éprouver le vide qu'ils laissent entre nous et les choses communes qui nous sont déchirées. Ils te diront, grogna un homme à genoux, penché, les deux mains dans la terre, en secouant les épaules comme un dogue. Ils te diront, mon ami, t'as été un héros admirable. Ben, je veux pas qu'on me dise ça. Des héros? Des espèces de gens extraordinaires? Des idoles? Allons donc, on a été des bourreaux. On a fait honnêtement le métier de bourreau et on le refera encore à tour de bras parce qu'il est grand et important de faire ce métier-là pour punir la guerre et l'étouffer. Le geste de tuerie est toujours ignoble, quelquefois nécessaire, mais toujours ignoble, oui.
de durs et infatigables bourreaux, voilà ce qu'on a été. Mais qu'on ne parle pas de la vertu militaire parce que j'ai tué des Allemands. Ni à moi, cria une autre voix si haute que personne n'aurait pu lui répondre, même si on avait osé. Ni à moi, parce que j'ai sauvé la vie à des Français. Alors quoi? Ayons le culte des incendies à cause de la beauté des sauvetages? Ce serait un crime de montrer les beaux côtés de la guerre, murmura un des noms sombres soldats, même s'il y en avait. On te dira ça, continua le premier, pour te payer en gloire et pour se payer aussi de ce qu'on n'a pas fait. Mais la gloire militaire, c'est même pas vrai pour nous autres, simples soldats. Elle est peut-être pour quelques-uns, mais en dehors de ses élus, la gloire du soldat est un mensonge, comme tout ce qui a l'air d'être beau dans la guerre. En réalité, le sacrifice des soldats est une suppression obscure. Ceux dont la multitude forme les vagues d'assaut n'ont pas de récompense. Ils courent se jeter dans un effroyable néant de gloire. On ne pourra jamais accumuler même leur nom, leur pauvre petit nom de rien. Nous nous en foutons, répondit un homme. Nous avons autre chose à penser. Mais tout cela, octa une face barbouillée et que la boue cachait comme une main hideuse. Peux-tu seulement le dire? Tu serais maudit et mis sur le bûcher? Ils ont créé autour du panache une religion aussi méchante, aussi bête et aussi malfaisante que l'autre. L'homme se souleva, s'abattit, mais se souleva encore. Il était blessé sous sa cuirasse immonde, et il tachait le sol. Et quand il eut dit cela, son œil élargi contempla par terre tout le sang qu'il avait donné pour la guérison du monde. Et après le réalisme des combats, je vous propose donc des extraits d'Au-dessus de la mêlée de Romain Rolland. Un grand peuple assailli par la guerre n'a pas seulement ses frontières à défendre, il a aussi sa raison. Il lui faut la sauver des hallucinations, des injustices, des sottises que le fléau déchaîne. À chacun son office, aux armées de garder le sol de la patrie, aux hommes de pensée de défendre sa pensée. S'ils la mettent au service des passions de leur peuple, il se peut qu'ils en soient d'utiles instruments, mais ils risquent de trahir l'esprit qui n'est pas la moindre part du patrimoine de ce peuple. Un jour, l'histoire fera le compte de chacune des nations en guerre. Elle pèsera leur somme d'erreurs, de mensonges et de folies haineuses. Tâchons que devant elle, la nôtre soit légère. Un Français ne juge pas l'adversaire sans l'entendre. Qui le fait, c'est lui-même qu'il juge et qu'il condamne, car il prouve qu'il a peur de la lumière. Je mets sous les yeux de tous les textes diffamés. Je ne les défendrai pas, qu'ils se défendent eux-mêmes. J'ajouterai un seul mot. Je me suis trouvé depuis un an bien riche en ennemis. Je tiens à leur dire ceci. Ils peuvent me haïr, ils ne parviendront pas à m'apprendre la haine. Je n'ai pas affaire à eux. Ma tâche est de dire ce que je crois juste et humain. Que cela plaise ou que cela irrite, cela ne me regarde plus. Je sais que les paroles dites font d'elles-mêmes leur chemin. Je les sème dans la terre ensanglantée. J'ai confiance. La moisson lèvera. Je ne suis pas de ces Français qui traitent l'Allemagne de barbare. Je connais la grandeur intellectuelle et morale de votre puissante race. Je sais tout ce que je dois aux penseurs de la vieille Allemagne, et encore à l'heure présente, je me souviens de l'exemple et des paroles de notre Goethe. Il est à l'humanité entière. Répudiant toute haine nationale et maintenant son âme calme à ses hauteurs, où on ne peut que les plaindre. On ne peut leur en vouloir. Je ne vous reproche pas nos deuils, les vôtres ne seront pas moindres. Si la France est ruinée, l'Allemagne le sera aussi.
Je n'ai même pas élevé la voix quand j'ai vu vos armées violer la neutralité de la noble Belgique. Ce forfait contre l'honneur qui soulève le mépris dans toute conscience droite est trop dans la tradition politique de vos rois de Prusse. Il ne m'a pas surpris. Mais la fureur avec laquelle vous traitez cette nation magnanime, dont le seul crime est de défendre jusqu'au désespoir son indépendance et la justice contre vous-même, Allemands, l'avez fait en 1813, c'en est trop. L'indignation du monde se révolte. Réservez-nous ces violences à nous, Français, vos vrais ennemis, mais vous acharnez contre vos victimes, contre ce petit peuple belge infortuné et innocent, quelle honte! Et non content de vous en prendre à la Belgique vivante, vous faites la guerre aux morts, à la gloire des siècles. Vous bombardez Malines, vous incendiez Rubens. Louvain n'est plus qu'un monceau de cendres. Louvain, avec ses trésors d'art, de science, la ville sainte. Mais qui donc êtes-vous? Et de quel nom voulez-vous qu'on vous appelle à présent, qui repoussez le titre de barbare? Êtes-vous les petits-fils de Goethe ou ceux d'Attila? Est-ce aux armées que vous faites la guerre ou bien à l'esprit humain? Tuez les hommes, mais respectez les œuvres. C'est le patrimoine du genre humain. Vous en êtes, comme nous tous, les dépositaires. En le saccageant comme vous faites, vous vous montrez indigne de ce grand héritage, indigne de prendre rang dans la petite armée européenne qui est la garde d'honneur de la civilisation. Parmi tant de crimes de cette guerre infâme, qui nous sont tous odieux, pourquoi avons-nous choisi pour protester contre eux les crimes contre les choses et non contre les hommes, la destruction des œuvres et non pas celle des vies? Plusieurs s'en sont étonnés, nous l'ont même reproché, comme si nous n'avions pas autant de pitié qu'eux pour les corps et les cœurs des milliers de victimes qui sont crucifiées. Mais de même qu'au-dessus des armées qui tombent plane la vision de leur amour, de la patrie, à qui elles se sacrifient, au-dessus de ces vies qui passent sur leurs épaules l'arche sainte de l'art et de la pensée des siècles. Les porteurs peuvent changer, mais que l'arche soit sauvée. À l'élite du monde en incombe la garde. Et puisque le trésor commun est menacé, qu'elle se lève pour le protéger. Deux voix extraordinaires parce qu'elles ont chacune une vision très très différente de ce que va être la paix. Et le pacifisme, vous savez, quand on met un isme à quelque chose, c'est connoté de tellement de valeur morale ou autre que c'est un petit peu compliqué. Le pacifisme va très vite avoir une réalité politique. La fin du texte de Romain Rolland, on voit une sorte de mysticisme. C'est ce qui va baigner ces hommes-là. Ces hommes-là, pour ceux même, le cœur des vieillards, ils sont sortis de l'horreur. Pourquoi eux et pas leurs copains? Pourquoi? Et cette question, elle va baigner tous ces intellectuels, ces artistes qui vont chercher à reconstruire la société, à retrouver un nouvel universalisme. Barbus, il traduit son antimilitarisme, son rejet de la guerre, instantanément, 1921, par une réalité politique. Il fonde le groupe Clarté. Clarté. Jules Romain parle d'une grande lueur qui s'élève à l'est. Lueur, clarté. On est dans une sorte de mystique. Clarté, c'est le premier groupe d'intellectuels communistes en France. Et Henri Barbus est le premier grand écrivain à s'engager dans la SFIC, la section française de l'Internationale communiste. Alors, un mot sur le panorama politique, parce que je parle des communistes, mais il faut faire très attention à ce moment-là. D'abord, la révolution soviétique est très jeune, elle a eu en 1917. Donc, en France et en Europe, il y a très peu de communistes. La révolution, ce qu'on appelle la révolution, va tirailler les écrivains, les intellectuels, ils vont se disputer là-dessus. Mais c'est infime. Les hommes qui sont au pouvoir dans les années 20, et le grand groupement politique qui va un petit peu instiller un changement, c'est celui qu'on appelait le cartel des gauches, qui remporte les élections en 1924, qui sont menés par Édouard Herriot. Albert Thibaudet les appelle la République des professeurs.
C'est très très péjoratif. Très très péjoratif. La République des professeurs, c'est-à-dire c'est l'élite. C'est des instituteurs, c'est vrai, c'est des enseignants. Et les historiens ont montré d'ailleurs que c'était plus l'Assemblée nationale en 1904, peut-être que le gouvernement, qui est très divisé chez les professeurs. Ça sera l'un des fondements de l'antiparlementarisme des années 30. Ce sont les élites qui font le Parlement, c'est eux qui nous gouvernent. Donc ça, c'est ceux qui gouvernent. À droite, pour faire assez court, le mouvement politique qui a une nouvelle grande apogée, c'est l'Action française. L'Action française menée par Charles Maurras, et qui va être héritier d'une autre idéologie. D'un côté, on a l'universalisme communiste qui veut créer un homme nouveau. On enlève l'histoire, on nivelle tout, on crée un homme nouveau, utopie d'égalité. Chez les dépositaires de l'Action française, c'est l'inverse. C'est la tradition, c'est l'histoire, c'est la structure, c'est la royauté contre la République. Et ces courants de pensée-là, ils vont germer sur tout un tas de très jeunes intellectuels. L'Action française, elle règne au quartier latin à l'époque, donc vraiment chez les étudiants. Quelques tendances. Et au milieu, deux hommes, Barbus et Roland. Ils sont assez proches à la fin de la guerre. Romain Rolland va, à un moment donné, s'intéresser au groupe Clarté. Il va y être. Et Romain Rolland, en 1923, il fonde sa revue. Clarté, c'est aussi une revue. Tous ces gens-là, ils vont fonder des revues. Parce qu'à ce moment-là, si on veut avoir un petit peu de sérieux, on fonde un parti politique. Le nom du parti politique, ça devient le nom de la revue. On a ses copains autour de soi et on revendique. Et quand Romain Rolland fonde la revue, sa revue en 1923, il va lui donner un nom, lui et ses intellectuels, qui est très important. Il l'appelle Europe. La revue Europe. P et Europe. Europe, c'est la première grande revue française de pacifisme. Elle existe encore à l'heure actuelle. Qui est une très grande surveillance. Elle va passer par tout un tas de courants politiques. Mais à ce moment-là, et c'est la grande division qu'il va y avoir entre les deux hommes, Barbus, il utilise la paix pour revendiquer la révolution, pour revendiquer un parti politique, et Romain Rolland, qui se considère révolutionnaire quand même, va aller vers la non-violence. Il va écrire la vie de Gandhi, il va rencontrer Gandhi, il va avoir tout un tas de travail là-dessus. L'extrait du texte qu'on va vous lire maintenant, c'est toujours Romain Rolland qui, en 1934, publie dans sa revue Europe, gros pavé, qu'il a baptisé 14 ans de combat. Un pacifiste, c'est étonnant. 14 ans de combat. Combat pour la paix. Et dans ce texte-là, il raconte la déchirure qu'il a eue avec Barbus. Comment est-ce qu'en 1921, ils vont s'envoyer des tas d'articles les uns les autres pour se déchirer. Parce que, pour Romain Rolland, Barbus, ben, il garde la révolution pour lui. La révolution, elle est libre. Elle n'appartient pas à un parti. Ça, c'est la vision de Romain Rolland. Elle est libre. Et la paix, c'est une sorte de grande révolution. Donc, on va écouter Romain Rolland qui nous parle de cette division, de cette déchirure entre la politique qui surgit instantanément, les années 20, c'est vraiment qui surgit instantanément au moment où la paix est censée être à la mode. Cette période. Je veux revenir ici, en l'examinant à tête reposée, sur ce grand débat que Barbus provoqua par un article de Clarté en décembre 1921. Je relevai le gant par une lettre ouverte dans l'Art libre de Bruxelles en janvier 1922. Et la bataille s'engagea sur toute la ligne avec le renfort des écrivains amis et alliés des deux côtés. Elle fut chaude, et les passions s'en sont servies pendant des ans, et contre Barbus, et contre moi. Je crois qu'elle ne fait tort à aucun des deux. Et la revoyant à la lumière de l'expérience de 12 ans de plus, je veux penser que chacun des deux a pu en faire son profit. En ce qui me concerne, je ne crains point de le reconnaître. Les deux thèses étaient les deux faces d'une même monnaie. Et ces deux faces, revers, avers, portaient l'empreinte de la Révolution. Les deux thèses se confrontèrent avec une égale dignité. Ce qui me répugne, plus que la violence même qui est imposée à tous les vivants par l'implacable nécessité de vivre, c'est, et je l'ai dit dans ma 3e lettre à Barbus d'avril 1922, c'est l'apologie de la violence, comme la faisaient alors ces frénétiques sortis de la guerre,
qui en reprenez les pires leçons pour la Révolution qui a pour but de nous en libérer. Non, la violence ne peut jamais être une vertu dont on se pare. Elle n'est, au meilleur cas, qu'un dur devoir qu'on accomplit inflexiblement, sans s'en vanter. Dans ma réponse de février 1922, je revendique non sans vivacité ma place dans la maison de la Révolution, et qu'on prétend me fermer. Quel droit avez-vous de décréter que qui ne pense pas comme vous est hors de la Révolution? La Révolution n'est pas la propriété d'un parti. Nous sommes quelques-uns qui avons cette prétention de rester dans la Révolution et d'y rester des hommes libres. Le débat ici s'étend. Romain Rolland ne parle plus pour lui seul. Il fait entrer dans la lice ceux qu'on appelle dédaigneusement les Rollandistes. Et il réclame, pour tout homme qui pense, le droit, plus que le droit, le devoir, de garder intact, entier, son libre pensée. Car quelle valeur aurait une pensée qui commencerait par abdiquer en s'embrigadant? Ces deux thèses de paix s'affrontent, se répondent. On a une politisation très rapide. Et c'est ça qui va être vraiment le terreau de la paix. Parce que ce qui est terrible pour la paix dans les années 20, c'est qu'elle est à la mode. Tous les écrivains, tous les intellectuels, tous les penseurs, qui que ce soit, vont évidemment utiliser la paix pour faire passer leur idéologie. Mais il y a aussi dans cette période-là une grande révolution, c'est celle de l'art, de la littérature. Les années 20, on les appelait les années folles. Folles dans les mœurs, folles dans la création artistique, folles dans tout un tas de choses qui, pour nous, peut-être à l'heure actuelle, paraissent d'ailleurs très très incompréhensibles. Quand la poésie est utilisée à la fois pour légitimer la guerre ou la paix, c'est étonnant parce que c'est l'art le plus libre possible, la poésie. Et on avait envie de prendre deux poèmes, face à face, qui sont vraiment, mais alors, des représentants de la modernité dans toute leur splendeur, et qui sont peut-être aussi opposés l'un que l'autre. Le premier, c'est Guillaume Apollinaire, qui meurt en 1918 de la grippe espagnole, et Apollinaire, lui, exacerbe la guerre. Il a été poilu, et il va voir, notamment dans le poème qu'on va lire, dans les obus, de merveilleuses étoiles qui irisent le ciel. Il a cette vision mystique de la guerre. C'est assez étonnant. Et à côté de ce poème, on a pris un poème d'Aragon, un peu étrange. C'est celui où il raconte que justement en 1917, ces obus qui tombent autour de lui vont projeter une terre qui vont l'ensevelir. C'est-à-dire que sa tête bascule, il est dans un rêve, il est ailleurs, et quand il sort en fin de la terre, il voit un panneau qui parle des terrassiers qui sont censés araser la terre. Le poème d'Aragon, c'est pas encore le surréalisme, c'est profondément dadaïste. En 1920 d'ailleurs, au moment où le recueil est publié, c'est la venue de Tristan de Tzara à Paris. On verra juste après ces deux poèmes. La nuit d'avril 1915, Guillaume Apollinaire. Le ciel est étoilé par les obus des boches. La forêt merveilleuse où je vis donne un bal. La mitrailleuse joue un air à triple croche. Mais avez-vous le mot? Eh oui, le mot fatal. Au créneau, laissez là les pioches. Comme un astre éperdu qui cherche ses saisons, cœur obus éclaté, tu sifflais ta romance, et tes 1000 soleils ont vidé les caissons que les dieux de mes yeux remplissent en silence. Nous vous aimons, ô vie, et nous vous agaçons. Les obus miaulaient un amour à mourir, un amour qui se meurt et plus doux que les autres. Ton souffle nage au fleuve où le sang va tarir. Les obus miaulaient. Entends chanter les nôtres, pourpre amour salué par ceux qui vont périr. Le printemps tout mouillé, la veilleuse l'attaque. Il pleut, mon âme, il pleut.
mais il pleut des yeux morts. Ulysse, que de jours pour rentrer dans Ithaque. Couche-toi sur la paille et songe un beau remords qui, pur effet de l'art, soit aphrodisiaque. Mais, orgues au fétu de la paille où tu dors, l'hymne de l'avenir est paradisiaque. Secousse, Louis Aragon. Brouf, fuite à jamais de l'amertume. Les prés magnifiques, volants, peints de frais, tournent. Tourne chant qui chancelle, le point mort. Ma tête teinte et tant de crécelles. Mon cœur est en morceaux. Mon cœur est en morceaux, le paysage en miettes. Hop, l'univers verse. Qui chavire, l'autre ou moi? L'autre et moi, la naissance à cette solitude. Je donne un nom meilleur aux merveilles du jour. J'invente à nouveau le vent tapejou, le vent tapageur. Le monde abat, je le bâtis plus beau. 7 soleils de couleur griffent la campagne. Au bout de mes cils tremble un prisme de larmes, désormais goutte d'eau. On lit au poteau du chemin vicinal, route interdite aux terrassiers. Le renouveau de la littérature passe par ces jeunes hommes. Je redis leur âge parce que souvent on les a, Breton, Aragon, comme ces figures tutélaires. Breton il a 24 ans, Aragon il en a 25. Et en 1920, la Nouvelle Revue Française, la NRF, reparaît. Et à ce moment-là, il y a un débat de génération, puisque cette revue, qui est née avant-guerre d'un petit groupe d'intellectuels et d'écrivains, dans l'arrière-boutique d'un petit libraire, Gaston Gallimard, va reparaître et justement, il y a un grand défi. Elle a été obligée de s'arrêter pendant la guerre, parce que les écrivains étaient mobilisés. Et donc, qu'est-ce qu'on va donner comme ligne à la NRF? D'abord, est-ce que c'est Gide qui doit reprendre la direction? Figure les vieillards, c'est cette génération-là. Eh bien non, la NRF, elle va être mise entre les mains d'un homme qui a 34 ans, qui est Jacques Rivière, et qui va insuffler une force dans cette revue qui sera sans commune mesure. L'homme qui va travailler avec lui, c'est Jean Paulhan. Et Paulhan, c'est le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Française dans les années 30, celui qui arrive à faire tenir la plume de Mauriac à côté de celle de Malraux sur la même revue. Ah, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est à ce moment-là que ça se met. Et Jacques Rivière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer à la NRF ces gamins turbulents. C'est-à-dire que pendant quelques mois, Aragon, Breton vont mettre ce genre de texte à côté des grandes plumes du temps. C'est complètement inconcevable pour l'époque. C'est un raccourci ce que je dis là, mais c'est faire rentrer des rappeurs à l'Académie française aujourd'hui. C'est ça. C'est un choc, c'est un tremblement de terre. Schlumberger, à qui on doit, vous savez, ce fameux graphique de la NRF, Schlumberger qui l'a fait, refuse d'écrire. Mauriac dira à Rivière qu'il l'apprécie beaucoup, mais qu'il ne peut pas mettre sa plume à côté de ces gens qui écrivent ça bien. Et Rivière dira d'Aragon que c'est pourtant le plus grand prosateur de l'époque. Donc déchirure, affrontement, ce sont des gens turbulents, parce qu'ils sont dans un groupe qu'il est lui-même le dadaïsme. Dada, c'est fondé par Sansara, et c'est un groupe artistique qui refuse la guerre, qui refuse la violence, et qui a une liberté artistique sans frontières. Or, il va y avoir une scission dans le groupe Dada. Il y a Dada Paris, qui est mené par Breton et sa revue, littérature, et cette scission, elle a lieu le jour d'un happening. Vous savez, c'est cette création artistique éphémère. Un happening qui est créé par Dada Paris. C'est une petite pièce de théâtre
Et cette pièce de théâtre, elle porte un nom étonnant. C'est un procès qui est intenté à un homme. C'est ces gamins-là. Ils intentent un procès fictif à l'un des hommes les plus en vue, les plus représentatifs de la guerre, de l'académisme. Il est académicien. Lorsque ces textes sont republiés dans les années 20, ça va faire 20 tomes. Il a 61 ans. C'est Maurice Barrès. Dada intente un procès à Maurice Barrès en 1921. Ils osent faire ça. Romain Roland surnommé Maurice Barrès de Rossignol du massacre. Très imagé. Et dans ce happening, eh bien, André Breton est accusateur général, intente un procès à Maurice Barrès, qui ne viendra pas évidemment. Donc ils font une grosse poupée, comme une sorte de Monsieur Carnaval, qu'ils mettent au milieu de la pièce. Ils font venir tous leurs copains et ils vont faire un procès. Il y a Tristan Tzara qui témoigne à ce moment-là. Et pourquoi je dis scission? Parce que pour Tzara, Dada ne doit pas juger. Dada, c'est libre. Dès l'instant où on utilise cette œuvre créatrice pour faire un jugement, on politise Dada. Et qu'est-ce qui va se passer juste après la scission? Eh bien, Breton a créé le surréalisme. C'est que le surréalisme aura une importance dans l'engagement notamment communiste des futurs poètes. Donc à ce moment-là, il y a une scission. On va vous lire quelques extraits de cette pièce de théâtre assez turbulente et truculente, où Breton est l'accusateur général, où Tristan Tzara vient témoigner. Et le dernier des hommes à témoigner, à qui on a donné une voix, c'est Pierre Drieux-La Rochelle. Drieux-La Rochelle est surréaliste quand il est tout jeune, il a 21 ans. Drieux, il a un parcours étonnant, il commence chez les surréalistes. Pendant la guerre, il sera le rédacteur en chef de la NRF collaborationniste. Un collaborateur. Donc c'est pas toujours évident de se dire surréalisme, communisme, gauche, résistant. Action française, droite, collaborateur. Non. Il y a des tas de parcours comme ça qui vont être mouvants. Parce que l'histoire des hommes aussi et des mentalités bougent. Alors je vous propose d'écouter l'affaire Barrès, qui a été publiée dans la revue littérature 1921, numéro 10. Le 13 mai 1921, Dada se constituait en tribunal révolutionnaire. Il s'agissait de juger Maurice Barrès. Un soir, quelques-uns d'entre nous, réunis dans un café du boulevard Montparnasse, parlaient des accidents, des vols et des crimes de la semaine. Brusquement, une discussion très vive s'éleva à propos de Barrès. Personne n'était d'accord. Sur l'heure, on décida d'élargir le débat et de constituer un tribunal. On nomma un président, André Breton, 2 assesseurs, un accusateur public. Louis Aragon et Philippe Soupeau se déclarèrent prêts à défendre Barrès. Pendant 15 jours, des témoignages furent recueillis. Un certain nombre de personnalités refusèrent de comparaître. L'accusé fut convoqué devant la commission d'enquête. Barrès quitta Paris immédiatement pour Metz et Aix-en-Provence. Le 7 mai, la commission d'enquête aborda la dernière partie de sa tâche, je veux dire l'établissement des conclusions. À la fin de la soirée, elle décidait d'accuser Maurice Barrès d'attentat à la sûreté de l'esprit. Les débats publics s'ouvrirent le 13 mai, salle des sociétés savantes. Les juges, les avocats, l'accusateur étaient vêtus de blouses et de tabliers blancs et coiffés de barrettes, écarlate pour le tribunal et l'accusateur, noir pour les avocats. À 9 heures, l'huissier s'avança et demanda à haute et intelligible voix « Êtes-vous là, Barrès ?» L'accusé, à 7 heures, présidait un banquet à Aix-en-Provence et discourait sur l'âme française pendant la guerre. Quelques jeunes provinciaux écoutaient bouche bée l'académicien député de Paris. Salle des sociétés savantes, on allait le juger. À 9h30, l'huissier annonça la cour. Acte d'accusation.
Maurice Barrès s'est créé de nos jours une réputation d'homme de génie qui le met à l'abri de toute investigation profonde, de tout contrôle, de toute sanction. Sa lucidité, donnée en exemple aux écoliers, repose sur un malentendu complet entre une sorte de lyrisme romantique et une clarté d'esprit qu'il n'a eu à aucun moment. Les livres de Barrès sont proprement illisibles, sa phrase ne satisfait que l'oreille. Maurice Barrès a donc usurpé la réputation de penseur. Nul moins que lui n'a su trouver le compromis qui peut exister entre l'idée et le mot. Ce ne sont chez lui que parti pris, affirmations gratuites et abus de confiance divers qui se cachent sous le masque de l'analyse serrée et de la vérité psychologique. Sommé de s'expliquer sur quelques-unes de ses maximes les plus célèbres, Maurice Barrès se trouve dans l'impossibilité absolue de fournir un argument sérieux à leur appui. Il est bien évident que si l'on réfléchit au sens d'une phrase telle que « j'ai choisi le nationalisme comme un déterminisme quelconque », on la trouve 1. Obscure et 2. Absurde. Tristan Tzara. Que savez-vous de Maurice Barrès? Rien. Vous n'avez rien à témoigner? Si. Quoi? Maurice Barrès est pour moi l'homme le plus antipathique que j'ai rencontré dans ma carrière littéraire. C'est la plus grande fripouille que j'ai rencontrée dans ma carrière poétique, le plus grand cochon que j'ai rencontré dans ma carrière politique, la plus grande canaille qui s'est produite en Europe depuis Napoléon. Je n'ai aucune confiance dans la justice, même si cette justice est faite par Dada. Vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, que nous ne sommes tous qu'une bande de salauds et que par conséquent, les petits différents, salauds plus grands, salauds plus petits, n'ont aucune importance. Éprouvez-vous quelque estime pour un de vos contemporains ou pour tout autre personnage? Non, puisque je vous ai dit que tous les gens sont des salauds. Naturellement, nous sommes habitués à faire des petites différences de sympathie et d'antipathie, mais c'est tout. Et comment expliquez-vous ces différences dont vous parlez? Je n'explique rien. D'ailleurs, je ne comprends rien à ce qu'ils montrent. Dans ces conditions, quelle importance voulez-vous qu'on accorde à votre jugement? Celle de mon plus profond dégoût et de ma plus profonde antipathie. Drieux. Estimez-vous que Barrès soit un malfaiteur ou un bienfaiteur public? Je suis assez optimiste pour répondre que c'est un bienfaiteur. Estimez-vous qu'attenter à la sûreté de l'esprit public soit un bienfait? Je laisse à Dada le soin de le prouver. À votre avis, comment un vieillard peut-il scandaliser? En mourant trop tard. Connaissez-vous un homme de la génération de Barrès que vous lui préférez? Non, mais je préfère tous ceux de la génération suivante. Lesquels? Peggy, parce qu'il était d'âge mobilisable et qu'il a détruit son génie, sans précaution. D'Annunzio, qui est un beau militaire. Je voudrais pouvoir citer Romain Rolland, qui a failli avoir une belle attitude, mais qui manque trop de force dans ses gestes et dans ses écrits. J'ajoute que je crois que nous ne sommes plus tous deux sur le même terrain. Barrès vous est-il antipathique ou sympathique? Je ne sais, mais j'ai le sens du respect. Maurice Barrès meurt 2 ans plus tard. Il précède d'1 an la mort d'un autre homme, Anatole France. C'est 2 grands écrivains qui se sont positionnés pendant l'affaire Dreyfus. C'est un monde qui disparaît. C'est 2 visions de la politique. Et les garnements, dont on vient de lire un extrait, vont évidemment peser très vite et très tôt sur cette nouvelle génération. Il y a un historien qui a publié un livre sur l'entre-deux-guerres qui qualifie de la relève manquée des années 30. Relève manquée pour ces jeunes hommes trop tôt poussés au sens des affaires. Oui, trop tôt, puisque la génération de leur année n'existe pas. Il faut bien qu'ils créent, qu'ils soient. Il y a eu
tout un tas de petits groupes entre l'Action française, entre les radicaux, entre les communistes, qui ont voulu être des non-conformistes. C'est quelque chose de très propre aux années 20. C'est tout un tas de petits groupements. Dans ces non-conformistes, il y a notamment la revue Esprit, qui est fondée par des écrivains catholiques. Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains catholiques dans l'Action française, mais en 1926, l'Action française est excommuniée. Et il va perdre tout un terreau de ces intellectuels. Donc, comme ça, il y a des parcours qui sont différents. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Europe et de paix. Paix et Europe. Alors oui, c'est très facile quand on a la vision a posteriori de l'histoire de dire que l'Europe, elle est née avec les pères de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils ont réussi. Schuman, Monnet, tout ça, ils ont réussi. Mais avant eux, il y a eu les grands-pères de l'Europe. Il y a eu des hommes qui, juste après la Première Guerre mondiale, se sont dit instantanément, il faut faire l'Europe. Unie. On l'appelait comme ça, l'Europe unie. Et donc, tout est possible. Comme je dis, c'est les années folles. Tout est possible. On peut tout penser. Supranationalisme, État fédéral, tout est réalisable. Et l'européisme va avoir un phénomène de mode aussi, chez pas mal d'écrivains. Il y a Heinrich Schuman, par exemple, qui se positionne là-dessus. L'un des premiers hommes à s'intéresser à l'européisme, c'est un homme qui s'appelle, c'est un comte, le comte Koudenov-Kalergi, qui fonde le parti pan-européen, Pan-Europa. C'est un écrit. Donc lui, il veut une logique supranationale. Ces thèses, elles vont plaire instantanément et très vite à un homme politique français qui est aux affaires depuis très longtemps, un des grands hommes intellectuels que la France ait connu, qui est Aristide Briand. Aristide Briand, il est ministre des Affaires étrangères, et les thèses du comte Koudenov-Kalergi l'intéressent. Il va être l'artisan de la constitution de l'Europe pendant les années 20. Aristide Briand, il va, en 1929, prononcer un discours devant les ministres des Affaires étrangères de toute l'Europe, à la Société des Nations, la SDN. Oui, ils avaient essayé de faire l'ONU aussi, après-guerre, hein. Ça n'a pas marché. La SDN n'a pas réussi à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, donc elle échoue. Et Briand, à ce moment-là, monte en chair et parle d'une certaine forme de fédéralisme. Déjà à ce moment-là, il s'intéresse à ça. Et on a eu envie de vous lire un extrait de ce discours. Ici, avec quelques préoccupations, je pourrais dire avec quelques inquiétudes qui fait naître en moi une timidité dont vous voudrez bien m'excuser, j'aborde un autre problème. Je me suis associée pendant ces dernières années à une propagande active en faveur d'une idée qu'on a bien voulu qualifier de généreuse, peut-être pour se dispenser de la qualifier d'imprudente. Cette idée, qui est née il y a bien des années, qui a hanté l'imagination des philosophes et des poètes, qui leur a valu ce qu'on peut appeler des succès d'estime, cette idée a progressé dans les esprits par sa valeur propre. Elle a fini par apparaître comme répondant à une nécessité. Des propagandistes se sont réunis pour la répandre, la faire entrer plus avant dans l'esprit des nations, et j'avoue que je me suis trouvée parmi ces propagandistes. Je pense qu'entre des peuples qui sont géographiquement groupés, comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir à tout instant la possibilité d'entrer en contact, de discuter de leurs intérêts communs, de prendre des résolutions communes. Ils doivent, en un mot, établir entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu, à des circonstances graves si elles venaient à naître. C'est ce lien, messieurs, que je voudrais m'efforcer de créer. Évidemment, l'association agira surtout dans le domaine économique, c'est la nécessité la plus pressante. Je crois qu'on peut en ce domaine obtenir des succès. Mais je suis sûre aussi qu'au point de vue politique ou au point de vue social, le lien fédéral, sans toucher à la souveraineté d'aucune des nations qui pourrait faire partie d'une telle association, peut être bienfaisant. Et je me propose, pendant la durée de cette session, de prier ceux de mes collègues qui représentent ici les nations européennes de vouloir bien, officieusement, envisager cette suggestion et la proposer à l'étude de leur gouvernement pour dégager plus tard, pendant la prochaine assemblée peut-être,
les possibilités de réalisation que je crois discerner. 1929. L'histoire est cruelle quand même. Il parle d'histoire économique en 1929, l'année de la crise. Et la commission qui va être fondée par Aristide Briand va avoir l'aval de tous les ministres des Affaires étrangères du temps, et Aristide Briand meurt 2 ans plus tard. Les accumule. Et 1 an après la mort d'Aristide Briand, en 1933, le national-socialisme remporte les élections en Allemagne, et bien sûr, les Allemands vont parler d'Europe une autre façon. C'est la fin de la tentative européiste qui a eu lieu tout au fil des années 20. Et cette tentation européiste, Aristide Briand en parle au fil de l'économie, mais tous les écrivains, les intellectuels qui s'engagent pour le pacifisme et pour l'Europe, pensent l'Europe à différents niveaux. S'il y a Europe, ben, il faut qu'il y ait terreau commun pour certains. Et cette idée d'Europe, non pas économique, non pas politique, non pas sociale, mais philosophique, d'Europe morale, touche beaucoup d'intellectuels, d'écrivains. Et on a eu envie d'en prendre un petit peu particulier, un petit peu original, qui s'est positionné là-dessus, et dont l'idéologie d'ailleurs a été donnée à d'autres écrivains. C'est Julien Benda. Alors moi je ne l'ai pas entendu, mais il paraît que le président de la République a fait référence à M. Benda. Julien Benda a été un homme très très étonnant. C'est un écrivain de premier plan, un philosophe, c'est un très vieil homme à ce moment-là, dans les années 30. Il a fait partie du cœur des vieillards, mais en 1927, il écrit un livre qui va être une bombe atomique à cette époque-là, qu'il intitule « La trahison des clercs ». Le terme de clerc, parfois on le voit réutilisé par certains journalistes pour l'associer au terme d'intellectuel. Benda a popularisé cette idée-là. Qu'est-ce qu'il dit Benda en 1927? Il dit tous ces écrivains qui s'engagent politiquement, au communisme, pour tout ça, ça suffit. Un intellectuel, il ne s'engage que lorsque les valeurs éternelles sont en danger. C'est un veilleur, au-dessus de la mêlée. C'est un veilleur. Et Benda ne va avoir de cesse que de définir ces fameuses valeurs éternelles pour lesquelles il faut s'engager. Très tôt, en 1930, il conspue l'hitlérisme. Il ne parle pas de nazisme à ce moment-là, l'hitlérisme. Et Benda va publier en 1933, les dates encore sont terribles, 1933, il publie le discours à la nation européenne, sa vision de l'Europe. Pour lui, l'Europe, elle ne se fera pas politiquement, elle ne se fera pas économiquement, tant qu'on n'aura pas réussi à faire une Europe morale. Une sorte d'augure comme ça, c'est étonnant. Et on va vous lire quelques extraits de ce discours à la nation européenne de Julien Benda. Je vous lis tout d'abord l'exergue que Benda a choisi pour son discours. La paix n'est pas l'absence de la guerre, c'est une vertu qui naît de la force de l'âme. Spinoza. Il paraîtra plaisant de parler de nations européennes à l'heure où certains peuples de l'Europe affirment leur volonté de s'accroître aux dépens de leurs voisins avec une précision que l'histoire n'avait jamais vue, où les autres s'attachent, avec une force accrue d'autant, à conserver leur être menacé, où les moins appétants, parce que les mieux repus, n'admettent pas de résigner la plus petite partie de leur souveraineté. Pourtant, au sein de chacun de ces peuples, il existe des hommes qui veulent unir les peuples, des hommes qui pensent à faire l'Europe. C'est à eux que je m'adresse. Souhaitant de donner à leur désir au moins l'incarnation verbale, je les nomme la nation européenne. Je ne m'adresse pas à tous. Parmi ces hommes, les uns cherchent ce que l'Europe, pour gagner l'existence, devra faire dans l'ordre politique, d'autres dans l'ordre économique, d'autres dans l'ordre juridique. Je n'ai point qualité pour retenir leur audience. D'autres pensent à la révolution qu'elle devra accomplir dans l'ordre intellectuel et moral. C'est à cela
que je parle. Davantage, je parle à ceux qui pensent que cette dernière révolution est la plus nécessaire, que le problème européen est avant tout un problème moral, que du moins, ce problème doit être conçu en soi et pour quelques mesures, indépendamment des autres. Mais tout de suite, je me demande, existe-t-il ceux qui pensent ainsi? Existe-t-il autant qu'il faut pour que l'Europe se fasse? Et d'abord, pourquoi le faut-il? Tout le mouvement de ce discours s'ordonne autour de l'idée suivante, que celui qui la repousse ne lise pas plus avant. L'Europe ne sera pas le fruit d'une simple transformation économique, voire politique. Elle n'existera vraiment que si elle adopte un certain système de valeurs morales et esthétiques. Ce système devra être fait exprès pour elle. Il ne sera pas une rallonge du système qui sert aux nations, dont il signifiera au contraire, sur la plupart des points, la négation. Ce système sera l'œuvre d'une action proprement morale, s'adressant à la région proprement morale de la sensibilité humaine, dans ce que cette région a de spécifique et d'autonome, dans la volonté qu'elle a, volonté qui est tout le fait moral, d'être spécifique et autonome. Il ne sera pas seulement la projection, dans le plan moral, de la sensibilité économique de l'Europe. Bien entendu, je ne viens pas nier les graves transformations économiques que l'Europe devra réaliser pour ce faire. Je dis que ces transformations ne lui seront vraiment acquises, ne pourront être tenues pour stables, que le jour où elles seront liées à un changement profond de sa moralité, de ses évaluations morales. J'admets que le sentiment des transformations économiques dont elle a besoin, et qui déjà se dessinent en elle, indique à l'Europe la nature du changement moral qu'il lui faut accomplir pour gagner l'existence. Mais je tiens que cela fait, c'est le changement moral, en se réalisant, qui produira vraiment le changement économique, lui donnera vraiment l'être et non l'économique qui, de lui-même et à la longue, créera le changement moral. Julien Madin ne meurt pas. Oui. Par contre, quand je vous dis que c'est un homme relativement âgé, quand il publie ça, c'est qu'il a plus de 60 ans déjà, à ce moment-là. Et dans les années 30, il va... Non, c'est pas très vieux. Il a accès à la gloire littéraire à un moment où justement les écrivains sont déjà souvent très installés. Il va avoir une chronique régulière dans la NRF pendant toutes les années 30. Il va être successivement plutôt dans la gauche de la société, parce qu'il va s'engager. Il va participer au CVIA, le Comité des vigilances des intellectuels antifascistes, après 1934, qui sera l'unité de conscience de la création du Front populaire, politiquement, ça va donner ça. Et dans les années 30, la vision très universelle qu'avaient défendue les années 20, c'est fini. On a des blocs qui se structurent et ce pacifisme meurt. La grande majeure partie des écrivains et des intellectuels sont engagés politiquement, structurellement parlant. Même si la NRF arrive à avoir un gîte communiste, un Mauriac, un Benda, un Drieux-La Rochelle, qui se réunissent grâce à la figure de Paulin autour de la littérature, plus qu'autour des passions politiques, c'est déjà statu. L'entre-deux-guerres. J'aurais aimé qu'on s'arrête sur ce mot parce que c'est étonnant. Les historiens ont baptisé cette période d'entre-deux-guerres. C'est impossible de parler d'histoire avec un tel anachronisme. C'est-à-dire que ces gens-là, les gens qui ont vécu dans les années 20 et les années 30, ils existent parce qu'ils sont mis entre deux conflits gigantesques. C'est important parce que la période des années folles et des années de la crise, qu'on a réunis sous ce nom d'entre-deux-guerres, a pendant très longtemps, chez les historiens, pâti d'un retour mémoriel très dur. Les avancées historiques de cette période-là, c'est les Américains qui l'ont fait. Les Européens ont eu beaucoup de mal. L'Europe, dont on parle, et quand nous, à l'heure actuelle, on a ces images de l'Europe, on a une vision très territoriale. L'Europe, à ce moment-là, c'est le monde. La vision de la fin de la Première Guerre mondiale, on l'a souvent, et c'est vrai que les manuels d'histoire ou les images vous le disent, c'est les républiques qui ont vaincu les empires.
les républiques qui ont vaincu les empires. Pas tout à fait vrai. Les empires qui s'effondrent, c'est des empires territoriaux très anciens, avec une logique politique désuète. L'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, l'Empire ottoman, territoriaux. Ils sont remplacés instantanément par une autre logique impériale. Celle de l'Empire britannique, celle de l'Empire français, qui sont tout jeunes, ils ont 1 ou 2 siècles pour certains, ils vont se découper le monde. L'Empire britannique, c'est 3/4 de la population mondiale, colossal. Et cette logique-là, faire l'Europe, c'est donc associer toutes ces forces techniques. Et en même temps, je vous ai parlé de retour mémoriel parce que cette période-là, c'est l'échec des républiques. 1917, la République soviétique, elle échoue instantanément. Elle devient un système totalitaire qui va être l'une des plus grosses dictatures de l'entre-deux-guerres. Juste après, c'est la République italienne, celle qui avait été fondée par Cavour, par Garibaldi, au XIXe siècle, qui courbe l'échine et qui lève la main devant un nouveau dieu. En 1933, c'est la République de Weimar qui était sortie d'un soulèvement populaire, d'une révolution. On pensait que ça allait être magnifique. Essoufflée par l'économie, par le traité de Versailles, qui va mettre au pouvoir Hitler. En 1936, c'est la République espagnole toute seule, abandonnée, qui éventre l'Espagne et qui va donner lieu à une des dictatures la plus longue du XXe siècle. En 1940, c'est la glorieuse République française qui tombe les armes à la main dans cette drôle de guerre. Chute de République. Et pourtant, cette fin de civilisation, en 1919, un poète l'avait dit, il avait fait une sorte d'augure comme ça. Paul Valéry finit la guerre en nous disant: Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic, avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles, avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leur grammaire, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendre, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprit. Nous ne pouvions pas les compter, mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans les journaux. Ainsi, la Persépolis spirituelle n'est pas moins ravagée que la Suse matérielle. Tout ne s'est pas perdu, mais tout s'est senti périr. Je laisse pour Valérie finir ce temps de partage de textes. Merci à tous. Merci à vous. Merci. J'espère qu'on vous a quand même donné foi J'aurais pu continuer. en la paix. Non, très bien. Dans la paix.